crise politique en République démocratique du Congo, les États-Unis et l'Église congolaise, tout comme l'ONG Human Rights Watch, ont invité le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir comme prévu. En Mauritanie, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine s'est achevée ce vendredi soir à Nouakchott. Et puis, 4 mois après l'ouverture du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les interrogatoires des 84 accusés ont enfin débuté ce vendredi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Dans une déclaration faite ce vendredi, le président congolais Joseph Kabila a dénoncé des pesanteurs de tous ordres visant à maintenir la République démocratique du Congo dans l'asservissement. Une sortie au cours de laquelle il n'a pas indiqué s'il quitterait le pouvoir à l'issue des élections prévues le 23 décembre en vertu de la Constitution. Joseph Kabila a dénoncé les pesanteurs de tous ordres exercés chaque jour sur le droit de notre peuple à l'autodétermination dans un discours à la nation à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de l'ex-Congo belge, le 30 juin 1960. Tout semble être mis en œuvre, en effet, pour promouvoir le révisionnisme et maintenir notre pays dans l'asservissement au mépris de l'évidence qu'implique notre indépendance, a-t-il poursuivi dans ce message télévisé de 7 minutes sa première prise de parole publique depuis le 26 janvier. Des partenaires internationaux de la RD Congo, Nations Unies, États-Unis, France, Belgique demandent le respect de la Constitution et d'un accord politique signé fin 2016. Ces deux textes prévoient que le président Kabila ne peut pas briguer un troisième mandat. Le chef de l'État a exhorté les Congolais à s'accrocher au processus électoral pour démontrer s'il en était encore besoin que c'est bien vous, le souverain, et c'est à vous de décider du sort et de l'avenir de notre cher et beau pays. Après l'Union européenne, le département d'État américain a annoncé le 21 juin des sanctions contre des officiels congolais pour leur implication dans une corruption significative liée au processus électoral, sont donnés de nom. J'invite toute la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique en vue, une fois de plus, de consolider notre jeune démocratie, a ajouté Joseph Kabila en référence aux élections prévues le 23 décembre. La majorité pro-Kabila accuse régulièrement l'opposition de ne pas vouloir des élections parce qu'elle critique la machine à voter que la commission électorale veut absolument utiliser. Toujours en République démocratique du Congo, la pression s'accentue sur le président congolais. Les États-Unis et l'Église congolaise, tout comme l'ONG Human Rights Watch, ont invité Joseph Kabila à quitter le pouvoir comme prévu, et ce, à l'issue des élections prévues en décembre dans le pays. La chargée d'affaires américaine Jennifer Haskell n'est pas allée par 4 chemins. Elle a déclaré que le président Joseph Kabila peut devenir un héros dans l'histoire congolaise s'il façonne en décembre prochain le premier transfert pacifique, crédible et démocratique du pouvoir de son pays. C'était lors d'une réception à l'occasion des fêtes d'indépendance du Congo, ce 30 juin, et des États-Unis, le 4 juillet. La conférence épiscopale, de son côté, a lancé Sauvons le processus électoral. Elle a rappelé que la Constitution actuelle interdit à l'actuel président de la République de briguer un troisième mandat. L'épiscopat a demandé à la commission électorale de publier au plus tôt les listes provisoires qui pourront rassurer que les 6 700 000 d'inscrits sans empreinte digitale ne sont pas des personnes fictives. Parmi les autres écueils qui menacent le processus électoral, l'épiscopat s'est inquiété de l'absence de consensus autour de la machine à voter, rebaptisée machine à tricher par l'opposition. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a quant à elle déclaré dans un communiqué que le président Kabila devrait assurer un vote crédible en respectant la Constitution. Le président Joseph Kabila doit s'exprimer d'ici le 20 juillet devant le Congrès du Parlement. Puis viendra la période cruciale du dépôt des candidatures du 24 juillet au 8 août. Allons cette fois-ci au Mali où les candidatures à la présidentielle se comptent par dizaines. Parmi les prétendants à la magistrature suprême figure un comédien. Alima Ben Touré nous fait découvrir ce candidat pas comme les autres.
Habib Dambélé, alias Guimba National, est sans aucun doute l'une des célébrités les plus adulées au Mali. Comédien, acteur de cinéma, dramaturge, romancier et poète, Guimba National, préoccupé par la situation sécuritaire et la mauvaise gestion de son pays, revient à nouveau au devant de la scène politique. Déçu par les politiques, il propose un programme axé sur la bonne gestion du Mali. Habib Dambélé se donne aussi comme priorité la sécurité, l'éducation et la formation. La maîtrise de la bonne gestion des affaires de l'État est la toute première des priorités auxquelles nous devons faire face. Parce que à partir de là, on peut résoudre des milliers de problèmes. Ça, c'est absolument certain, y compris la lutte contre la corruption, y compris le gaspillage, y compris plein de choses. Donc, c'est à partir de là que le train va se mettre vraiment en marche sur les rails. Et ça, c'est absolument capital. Donc, nous, du point de vue sécurité, nous pensons qu'il faut mettre un accent particulier sur la diplomatie, élargir le G5 à G6 pour que l'Algérie soit inclue, parce que nous avons beaucoup de kilomètres de frontières avec l'Algérie. Comptons mettre l'anglais donc dans l'enseignement depuis la première année d'inscription scolaire. Né en avril 1962 à San, dans la région de Ségou, Habib Dambélé est passé par l'Institut national des arts du Mali, où il suivit 4 années d'études de théâtre. Auteur et comédien depuis 1981, Habib Dambélé s'est surtout fait remarquer dans de nombreuses séries de théâtre durant la dictature du président Moussa Traoré, époque où le théâtre était le seul outil d'expression libre. Habib Dambélé compte sur le mouvement Mali Hébert détaillé. Le Mali nous appartient tous pour se faire élire au soir du 29 juillet prochain. En Mauritanie, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine s'est achevée ce vendredi soir à Nouakchott. Elle a permis d'élaborer un projet de communiqué final qui sera soumis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu dimanche à Nouakchott. Sommet ordinaire de l'Union africaine, les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale. Un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. En prélude à ce sommet, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine ont tenu une rencontre qui leur a permis d'élaborer un projet de communiqué final qui sera soumis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'Union africaine a donné son soutien au G5 Sahel, notamment à la force conjointe du G5 Sahel. Donc le sommet de Nouakchott, c'est une occasion pour les chefs d'État de réaffirmer leur engagement au bénéfice de la force conjointe du G5 Sahel. Ce 31e sommet ordinaire de l'Union africaine doit réunir une quarantaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron. Comme à chaque sommet, les dirigeants africains se pencheront sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental, dont le drapeau flotte pour la première fois sur Nouakchott à l'occasion de ce sommet, avec celui des autres membres de l'Union africaine. Tuerie intercommunautaire avec pour bilan plus de 200 morts le week-end dernier. Le commissaire à l'information de l'État du Plateau au Nigeria affirme que de nouvelles mesures ont été prises après ces tristes événements. Les récents massacres entre éleveurs Peul et agriculteurs Bérom dans le centre du Nigeria ont fait de nombreux malheureux. L'armée nigériane a déclaré jeudi avoir arrêté des suspects en lien avec les faits du week-end dernier. Un épisode d'une vague de violence qui s'abat sur le Nigeria depuis le début de l'année et inquiète Amnesty International et Human Rights Watch. Les circonstances de massacre de ce week-end restent floues, de même que l'identité des assaillants. Le commissaire à l'information de l'État du Plateau au Nigeria donne de la voix. Which is on the land
Il y a une pression autour des terres, car avec la population croissante, la disponibilité de la terre diminue progressivement parce qu'il y a plus de gens qui veulent y avoir accès et il y a aussi des éleveurs qui ont l'habitude de déplacer leurs vaches. Maintenant, parce qu'il y a plus de champs pour l'agriculture, il y a probablement moins de terres disponibles pour eux. La plupart des États voisins ont connu ces problèmes qui trouvent leurs racines dans les relations qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs et qui finissent par prendre une dimension différente parce que ce sont des problèmes que nous avons développés de manière traditionnelle pour résoudre ces problèmes, mais qui commencent à devenir incontrôlables. Nous prenons beaucoup de mesures pour rétablir la paix. Le gouverneur Simon Lalong a raccourci son voyage à Abuja pour venir et après avoir obtenu des informations de sécurité, il a déclaré un couvre-feu dans 3 zones du gouvernement local dans l'état du plateau au Nigeria, à savoir Riom, Barakin Ladi et Jos au sud. L'insécurité rampante pourrait devenir l'un des points de crispation les plus importants de la campagne présidentielle en vue du scrutin de février 2019. Je l'annonçais en titre, au Burkina Faso, le premier interrogatoire a commencé à Ouagadougou à la reprise du procès dans le cadre du dossier du coup d'État manqué de septembre 2015. Les accusés ont un droit que la loi leur reconnaît, c'est celui de mentir. Ce qui nous semble impossible, c'est d'assurer un mensonge cohérent pour 84 personnes. Donc, quoi qu'il advienne, nous sommes sûrs et certains que la vérité triomphera. Parce que certains essaieront de mentir, mais ce qui est demandé à la justice, je pense, c'est de faire en sorte que nous puissions, au regard des observations qui vont être faites, des réponses qui vont être données, tirer la conséquence de ce qui a pu se dérouler exactement sur le terrain. J'en suis sûr, croyez-moi, vous verrez, 84 personnes ne peuvent pas tenir une cohérence dans le mensonge. Rien ne manque à ce procès pour l'instant, parce que la loi est claire et précise. Je l'ai dit et je le répète, à l'interrogatoire de chacun des accusés, ils peuvent mettre en cause quelqu'un qui n'a pas encore été cité. Et la loi permet aux juges à cet instant, au regard des faits, de la cohérence de ce qui aura été dit, de donner un ordre pour que ces personnes-là soient citées pour comparaître. Quand vous êtes poursuivi pour des faits aussi graves que ceux d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, vous attendez l'occasion, justement, pour vous expliquer sereinement devant votre juge. Concernant spécifiquement ce dossier-là, vous savez que l'opinion a déjà son verdict. Nos clients seraient des criminels. Et puis, ouverture ce vendredi du procès pour la mort sous la torture d'un opposant islamiste en 1991. Le jugement s'est ouvert à Nabeul, dans le nord de la Tunisie. C'est la deuxième affaire instruite par l'instance chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie. Le cas transféré vendredi au tribunal de première instance de Nabeul concerne Rachid Chamanki, un prisonnier islamiste torturé à mort en octobre 1991 sous le régime du président Zine El Abidine Ben Ali. 33 auteurs de crimes contre l'humanité, dont le président Ben Ali, ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que d'autres ex-hauts responsables, sont impliqués dans ce crime. Mais vendredi, aucun accusé n'était présent lors de cette audience. L'ancien dictateur et ses ministres sont poursuivis pour participation à un homicide volontaire et torture. Les autres responsables sécuritaires pour homicide volontaire sous la torture, agression sexuelle et viol. Déjà condamné par contumace à plusieurs années de prison pour torture, Ben Ali vit en exil en Arabie Saoudite. Il est aussi poursuivi dans l'affaire de Kamal Matmati. Créée en 2014 pour solder notamment les comptes des années de dictature, l'instance Vérité et Dignité a le pouvoir de renverser devant les tribunaux spécialisés les responsables présumés de viol, meurtre, torture ou faits de corruption. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.